Salut à tous et bienvenue sur Technéo. Aujourd'hui, on va parler des refroidissements de nos PC, les water cooling et les refroidissements par air. Je vais vous exposer tous les avantages et tous les inconvénients de chaque solution. Si vous voulez savoir un petit peu plus, restez jusqu'à la fin de la vidéo et vous saurez enfin choisir votre refroidissement. On en arrive du coup à une question cruciale pour la vidéo. Pourquoi le refroidissement est-il si important? C'est pas compliqué, pour y répondre, on va énoncer 3 points: la performance, la longévité et le confort auditif. Donc côté performance, il faut savoir qu'un CPU, donc un processeur ou alors une carte graphique, un GPU, fonctionne un petit peu tous les deux pareil au niveau température. Lorsqu'ils vont atteindre une certaine température, ils vont se mettre du coup les ventilateurs à ventiler très très fort de manière à refroidir la pièce. Si la pièce surchauffe, on atteint ce que l'on appelle la température de thermal throttling. En gros, la pièce va se brider, donc votre CPU ou votre GPU vont se brider et on va perdre de la performance. Donc pour garantir de meilleures performances, vous l'aurez deviné, il suffit simplement de garantir un bon refroidissement. Ensuite, on parlait de longévité. C'est pareil, hein, quelque chose qui surchauffe, ça s'abîme plus vite qu'une pièce qui est bien refroidie. Et quand je disais que lors du thermal throttling, les ventilos accélèrent et du coup cherchent à refroidir les pièces, je vous laisse imaginer la gêne auditive. Alors qu'un PC plutôt bien refroidi entraînera de ce fait un silence pas absolu, mais en tout cas quelque chose d'agréable de manière auditive, on va dire. Si vous voulez regarder un petit peu, je vous affiche un petit tableau. Donc c'est un tableau que j'ai pu faire avec quelques données que j'ai relevées sur internet. Donc on a les critères, le type de refroidissement, water cooling ou refroidissement par air. Donc en efficacité thermique, avec overclocking inclus, on va arriver à peu près entre 65 et 75 degrés. Et on va tourner à 70-85 degrés avec un ventirad. Il n'y a pas énormément de température, mais encore une fois, ce sont des moyennes, ce ne sont pas des chiffres qui proviennent d'un test de tel ou tel processeur. Donc c'est à prendre avec des pincettes. Ça veut dire qu'on peut très vite aussi atteindre le thermal throttling et voire même faire couper le PC avec un ventirad, alors qu'un water cooling lui arrivera quand même mieux refroidir. Au niveau sonore, on va être entre 20 et 35 décibels pour les water cooling et on va atteindre 25 à 45 décibels pour le refroidissement par air. En prix moyen, il est vrai qu'un water cooling sera quand même plus cher. On peut aller aux alentours d'une centaine d'euros pour des water cooling AIO qu'on trouvera par exemple chez LDLC, Amazon, etc. Et après, si on fait du water cooling custom, on peut atteindre les 300 euros, voire même plus, en fonction de ce qu'on va monter. Les ventirad, eux, iront sur des gammes de prix entre 30 et 150 euros. 150 euros étant quand même une bonne gamme de prix pour un ventirad. C'est nettement moins cher. Il y aura des ventirad qui feront très bien le café. Par exemple, moi je tourne actuellement sur un Ryzen 9 5900X et j'utilise un ventirad de chez Be Quiet, le Dark Rock Pro, et ça marche très bien. Ensuite, au niveau de la facilité d'installation, un water cooling sera plus compliqué à installer qu'un ventirad, de par le fait qu'il y ait les durites, etc. Il faut visser la partie radiateur avec les ventilateurs et ensuite mettre la pompe sur le CPU. Ça sera à mon sens un petit peu plus compliqué que de fixer un ventirad. D'ailleurs, vous le verrez dans une des prochaines vidéos où je vais assembler un PC et je vais le faire avec un ventirad parce que j'ai pas de water cooling IO à ma disposition. Donc je vais faire avec les moyens du bord, avec des pièces qui traînent un petit peu dans mes placards. Je devrais pouvoir arriver à réunir suffisamment de composants pour monter un PC. Au niveau risque de panne, par contre, le gagnant c'est le ventirad, comme vous pouvez le constater. Une pompe d'IO va durer entre 5 et 7 ans en fonction de comment on la sollicite, alors qu'un ventirad, lui, du moment que les ventilateurs fonctionnent, il n'y a pas de souci. Au pire, votre ventilateur casse, vous remplacez le ventilateur, mais le ventirad en lui-même, pour le casser, c'est compliqué étant donné que c'est un radiateur et le ventilateur, lui, se remplace. Ensuite, l'esthétique, c'est vrai qu'un water cooling sera plus joli qu'un ventirad, quoique ça reste relatif, hein.
Moi particulièrement, je trouve que certains ventirades sont jolis, le mien me plaît, donc voilà. Mais après c'est vrai que le côté, on va dire, minimaliste d'un water cooling dans un PC, c'est pas mal parce que ça libère vachement d'espace et potentiellement on va dire, pas un meilleur flux d'air, mais en tout cas, ça fait une sensation de design épuré. Euh, pour la compatibilité, bah, il faut un boîtier assez spacieux pour avoir un water cooling. Vous ne mettrez pas ça dans un boîtier mini ITX. Les ventirades sont compatibles, on va dire, avec presque tous les boîtiers, mais c'est toujours pareil, il faut quand même faire attention à la hauteur de votre boîtier, parce que certains ventirades tower, comme j'ai par exemple, sont énormes et peuvent ne pas rentrer dans votre boîtier. Ensuite, au niveau de l'entretien, un ventirad, à part changer la pâte thermique de temps en temps, vous n'aurez pas trop d'entretien plus que ça, quoi, hein, à part dépoussiérer, voilà, et remplacer la pâte thermique. Par contre, un water cooling AIO ou un water cooling custom, il faudra le nettoyer régulièrement, de manière annuelle, surtout le custom. Le water cooling IO, pensez à vérifier votre niveau de liquide de refroidissement si c'est possible. Vous risquez aussi d'avoir des fuites, donc il faut faire attention à ça, hein. Qui dit fuite dit eau. L'eau et l'électronique font pas bon ménage, je vous laisse deviner la suite. Et au niveau, on va dire, de la durée de vie globale des types de refroidissement, du fait qu'il y ait la pompe sur les AIO, comme je le disais, c'est 5 à 7 ans en moyenne, hein. Ça peut être plus, ça peut être moins. Mais pour un ventirad, 7 à 10 ans, mais ça sera plus fixé, je pense, à mon sens, par l'évolution des pièces et des TDP, sachant que le TDP, en fait, c'est ni plus ni moins que la température générée par le processeur. Et à un moment donné, je pense que si on continue la course à la performance, les ventirades d'aujourd'hui seront peut-être moins performants par rapport au TDP que les futurs processeurs auront. Et du coup, à un moment donné, il va falloir les changer. Donc en gros, pour résumer, on va dire que les ventirades sont plus simples d'installation, moins chères à l'achat, il y a moins de risques de fuite, voire même du coup pas du tout. Après, c'est pas totalement vrai, car les caloducs dans certains ventirades, les caloducs sont remplis d'un fluide qui se transforme en vapeur sous l'effet de la chaleur, qui circule dans les caloducs, redevient liquide et ainsi de suite. Donc vous avez des risques de fuite, mais on va dire beaucoup plus minimes que sur un water cooling. La durée de vie, elle est quasiment illimitée. Si le ventilateur lâche, vous le remplacez, mais le radiateur, lui, il est toujours là. Les inconvénients, par contre, c'est plus encombrant dans un PC, donc il faut faire gaffe on va dire à la largeur que vous allez avoir dans le PC entre le CPU et la vitre ou le capot de votre boîtier. Ça, je vous laisse voir la petite photo que je mets en illustration. Ensuite, c'est plus bruyant peut-être un ventirad qu'un water cooling, étant donné que vous allez avoir le ventilateur qui va souffler, et parfois il va souffler plus fort, il va tourner on va dire plus vite que la pompe de votre AIO. Au niveau du water cooling AIO du coup, ou même du water cooling custom, les avantages, ça va être un design, ça sera plus moderne, plus épuré, plus attrayant. Les performances vont être meilleures aussi, vous ferez moins de bruit. Par contre, les inconvénients, c'est le risque de fuite, l'entretien, même pour les AIO. Les AIO, il faut vérifier le niveau, mais les water cooling custom, vous allez devoir à un moment donné vider votre circuit, renouveler le liquide, faire en sorte qu'il n'y ait pas forcément trop de dépôt dans la pompe, sinon ça fera pas joli, puis ça risque d'endommager votre pompe, et ça c'est pas terrible. Après, au niveau fuite, par contre, il y avait une vidéo que Pax avait faite il y a quelques temps avec une pompe anti-fuite. En fait, dès qu'il y avait une fuite dans le circuit, il était allé loin en perçant le circuit avec des clous, et en fait la pompe détecte la fuite et crée une dépression, et le fluide continue de circuler sans aucune fuite. Bon, après ça coûte un certain tarif, donc ça sera pas pour toutes les bourses.
Du coup, on en arrive à la partie installation et entretien. On va commencer par le plus rudimentaire, donc le Ventirad. Le prérequis pour l'installer, il faudra faire déjà en premier lieu attention à la place présente dans votre boîtier. Il faut que le boîtier soit, on va dire, assez grand, qu'il y ait la place dedans. Si vous installez le Ventirad de base de chez AMD ou Intel, lui il rentrera dans tous les boîtiers, il n'y a aucun souci. Mais si vous partez sur du Dark Rock Pro, etc. de chez Be Quiet ou même d'autres marques, il faut faire attention parce que tout ce qui est Ventirad Tower, comme on appelle, ça prend de la place et ça risque de ne pas rentrer. Après, au niveau de l'entretien, bon ben ça c'est pas compliqué, donc de temps en temps il va falloir dépoussiérer le Ventirad, donc on arrête le PC, on le débranche bien sûr, on vide les courants résiduels. Une fois que ça c'est fait, on met un coup de soufflette du coup de préférence électrique pour éviter les condensats et mettre de l'eau dans le PC. On met un coup de soufflette du coup sur les ventilos de votre Ventirad et sur les ailettes du radiateur. Le mieux c'est de le sortir du PC en défaisant les vis sur le bracket de la carte mère et on va le souffler dehors. À y être, on achète un petit peu d'alcool isopropylique, on enlève la pâte thermique et on remet un point de pâte thermique sur le processeur avant de remettre le Ventirad. Ça fera pas de mal, ça permettra de mieux refroidir le tout. Et pour ce qui est des IO, au niveau de l'installation, donc là on est moins, on va dire, contraint de vérifier la place, sauf la longueur ou la hauteur en fonction de si on veut le mettre en plafond ou en façade. Il faudra d'abord donc installer le ventilateur, ensuite le radiateur et ensuite on va aller fixer du coup sur le bracket notre pompe à IO. Le seul truc qu'il y a, c'est que au niveau de l'entretien, il va falloir faire gaffe au bruit. Souvent c'est la pompe qui se met à faire du bruit juste avant de lâcher. Et comme je le disais, on a aussi le dépoussiérage comme pour les Ventirad, donc ventilateur radiateur cette fois-ci. Mais on a aussi faire gaffe donc au niveau d'eau pour les IO. Et pour les water cooling custom, il va falloir faire gaffe au niveau d'eau et aux résidus dans la pompe parce que les résidus peuvent entraîner du coup une casse de la pompe aussi. Donc dernier point important pour le choix de vos Ventirad ou water cooling, je l'ai déjà un petit peu énoncé avant, c'est la compatibilité avec les boîtiers, mais il y a aussi la compatibilité avec la carte mère. Donc au niveau boîtier, on va revenir tout le temps donc à l'encombrement, profondeur de boîtier pour les Ventirad et du coup longueur d'accueil on va dire pour le radiateur et les ventilateurs des water cooling IO ou même custom, c'est-à-dire 120, 240 ou 360 mm. Et pour la carte mère, c'est par rapport au socket, c'est-à-dire qu'on va avoir du coup des Ventirad et des water cooling qui vont avoir des compatibilités en fonction des sockets AMD ou Intel. Donc ça c'est pareil, il faut faire attention que le refroidissement que vous prenez soit compatible avec la carte mère. Et le dernier point aussi, toujours sur la carte mère, sur les cartes mères haut de gamme, vous allez avoir du coup de grosses VRM refroidies par des dissipateurs thermiques. Donc ces dissipateurs thermiques sont super bien parce qu'ils permettent d'avoir des VRM bien refroidis, mais le souci c'est qu'ils sont costauds et souvent ils sont proches du processeur. Donc dans le cadre de l'installation d'un Ventirad, ça peut souvent bloquer. Par contre, en effet, pour les pompes des water cooling IO ou même custom, bien souvent on a l'avantage de ne pas être gêné étant donné que c'est assez compact, c'est guère plus large que votre CPU. Voilà, vous savez maintenant comment choisir votre refroidissement, water cooling ou Ventirad. Je vous propose de me laisser un commentaire pour me dire lequel des deux vous préférez. Si cette vidéo vous a plu, laissez un pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne en cliquant aussi sur la cloche afin d'être prévenu des futures vidéos qui sortiront. Et puis je vous dis à très bientôt sur Technéo. En attendant, prenez soin de votre setup.